Alors maintenant, on va basculer sur les effondrements biophysiques. On va essayer de comprendre les phénomènes qu'il y a derrière et les mécanismes. Alors, les meilleurs travaux de notre point de vue qui permettent de comprendre ça, c'est les travaux du Club de Rome, le fameux rapport Meadows. Alors ça, c'est donc des travaux qui ont été dirigés par Denis Meadows, qui était chercheur au MIT. Donc ça consistait d'abord ils ont élaboré d'abord un modèle numérique qui représentait le monde avec les différentes classes. Donc il y avait les populations, la production industrielle, la production agricole, il y avait la pollution et les ressources, et donc ces grandes variables interagissaient entre elles. Bien entendu, elles étaient désagrégées, elles étaient à des échelles plus fines, mais là, donc ça c'est les variables agrégées de ce système. Et il est sorti un livre dans les années 70, un rapport qui a été publié, qui a fait beaucoup de bruit. Il est sorti en 12 millions d'exemplaires, en 37 langues. Donc c'est vraiment quelque chose qui a eu un impact important à l'époque. Et c'est un travail qui a été mis à jour relativement récemment, en 2004. Alors, quels sont pour nous, l'élément le plus saillant, l'analyse la plus saillante là-dedans, c'est le fait qu'on peut identifier 3 ingrédients dans ces effondrements biophysiques. Alors tout d'abord, on a la croissance, il faut qu'il y ait un phénomène de croissance. Derrière, on a des limites, le système a un certain nombre de limites, et que le système a aussi de l'inertie. Et lorsqu'on a ces 3 ingrédients, le système a tendance à dépasser ses capacités, et derrière, on érode les limites et on arrive à un effondrement du système. Alors donc, là, j'ai donné l'exemple d'une courbe, donc ça peut être n'importe quelle des variables que j'ai citées tout à l'heure, et la limite donne la capacité de charge du système de la variable. Alors, ce qu'on pourrait penser, c'est que le système, lorsqu'il y a une limite, il va s'arrêter doucement à la limite. Mais en fait, le système qui est lié à nos sociétés, il n'est pas comme ça, tout simplement parce qu'on peut dépasser les limites. Et donc, c'est par exemple le cas actuellement. Déjà, en 2007, on consommait 1,3 planète par an. Donc ça, c'était l'empreinte mondiale de l'humanité qui est donnée par le Global Footprint Network. Alors comment est-ce possible de consommer une planète, probablement aujourd'hui c'est 1,5 planète, comment c'est possible de consommer 1,5 planète par an? Alors en fait, ça vient du fait qu'on a des flux et des stocks. Alors pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple des poissons. Donc là, on a par exemple dans l'Atlantique, on avait un certain stock de poissons. Et donc on pouvait pêcher autant que ce que les animaux se reproduisaient et on n'affectait pas le stock. Donc on a un flux qui correspond à la quantité de poissons qu'on va pêcher. Donc on va avoir une limite sur le flux. Et tant qu'on ne pêche pas plus que ce qu'il y a de poissons qui naissent, il n'y a pas de problème. Mais par contre on peut le faire. C'est-à-dire que vu qu'il y a du stock, on va pouvoir pêcher beaucoup plus. Mais par contre, quand on va pêcher dans le stock, on aura une population de poissons moins importante et du coup, le taux de reproduction, la quantité de poissons disponible lors de la reproduction, il sera inférieur. Et donc, du coup, derrière, on va éroder la limite. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a érodé la limite, c'est plus possible d'arriver à refaire un atterrissage en douceur. On va devoir aller beaucoup plus bas. Et donc derrière, par inertie, on descend même encore plus bas que ce que la limite existe. Et donc, on a vraiment ce phénomène d'effondrement. Alors, donc le Club de Rome n'a pas seulement fourni des analyses, en fait il y avait le modèle World3 qui avait été élaboré, donc ce modèle c'est un modèle numérique qui a permis de faire des simulations. Alors voilà donc un résultat type de ce qui est sorti du modèle World3. Donc là ici, je représente les 5 grosses variables que j'ai décrites tout à l'heure. Les ressources, la nourriture, les populations, la pollution et la production industrielle. Et donc le Club de Rome avait travaillé dans les années 70 et donc là j'ai affiché les données. C'était les données qu'ils avaient utilisées à l'époque. Donc après ils peuvent faire tourner leur modèle. Donc ici c'est dans le cas du scénario business as usual, le scénario de référence, c'est-à-dire qu'on ne change pas de politique, on garde les politiques qu'on avait avant. Et donc derrière, on a toutes ces variables globalement qui montent. Et puis quand on continue un tout petit peu plus loin, tout qui s'effondre. Alors bon, globalement, on a un effondrement autour de 2020, 2030, selon les cas, selon le scénario. Ce qu'il faut voir, c'est que ces outils-là, ils ne permettent pas de faire de la prédiction. Ils n'ont pas la prétention de faire de la prédiction. L'objectif, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe, d'essayer de comprendre les mécaniques, et puis aussi, ça permet d'imaginer des scénarios. Alors, le genre de scénario qu'ils ont exploré, par exemple, c'est donc de dire on va probablement découvrir de nouvelles ressources. Par exemple, on a découvert, et c'est vrai, plein de ressources fossiles, mais on avait quand même le système
qui s'effondrait derrière, à cause principalement de crises de pollution derrière. Alors, on a tendance à croire aussi que la technologie va nous sauver, donc eux, ils ont aussi essayé des scénarios qu'on appelle hyper technologiques. Et donc là, ils avaient vraiment une volonté d'essayer de voir si s'ils étaient capables d'arriver à trouver des scénarios dans lesquels il n'y avait pas un effondrement, mais une stabilisation de la population. Donc ils ont quand même réussi, mais ça a été assez dur, visiblement. Mais donc ils y arrivent dans un cas où ils font des hypothèses de ressources abondantes, et en plus des hypothèses hyper optimistes où on arrive à inventer les technologies qu'il faut, et puis surtout à les développer, à les déployer dans les temps qu'il faut, etc. Bon. Alors, dans ce genre de modèle, ils arrivent à stabiliser la population, même si c'est laborieux. Par contre, on remarque qu'on a quand même une chute de la production, donc il y a quand même une chute de la production industrielle, c'est-à-dire qu'il y a une baisse du niveau de vie, entre guillemets. Et surtout, il y a une explosion des coûts, en fait, qui n'apparaissent pas ici. Ces genres de modèles ont des limites, et ces limites-là, en fait, ce modèle-là, il ne prend pas vraiment en compte les phénomènes d'effondrement que définit Tainter, d'effondrement structurel lié à la complexité. Et on peut clairement imaginer que dans une telle configuration, on se retrouve dans un cas où les mécanismes décrits par Tainter pourraient se déclencher et on arriverait de toute façon à un effondrement de type structurel. Donc voilà, donc ces modèles, ils ne sont pas censés prédire l'avenir. Ils sont censés nous donner un ensemble de choix. Par contre, ils permettent de voir qu'est-ce qui est peu probable. On est capable de voir si on se rend compte si les scénarios sont probables ou pas. Et malheureusement, la conclusion de tout ça, c'est qu'il sera peu probable qu'on arrive à éviter un effondrement, c'est-à-dire une diminution très forte de la production industrielle, production agricole et de la population au cours du XXIe siècle. Alors où en sommes-nous ? Alors on va commencer d'abord par l'effondrement biophysique. Alors, on a dit qu'il y avait 3 ingrédients, la croissance, la limite et l'inertie. Alors la croissance. Alors voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire, c'est la population humaine, elle a explosé. C'est plus qu'exponentiel. Aujourd'hui on est à 7,4 milliards, on est encore bien plus haut. Mais en fait, presque tous les indicateurs de ce qu'on a consommé, ça a vraiment explosé dans ce dernier siècle. À commencer par l'énergie. L'énergie primaire a été multipliée par 7 en un siècle, et par personne. Et ce, malgré le fait qu'on ait augmenté l'efficacité, c'est-à-dire que l'efficacité a été globalement augmentée par 3, grossièrement. Et à la fin, on arrive à ce que, en termes de services énergétiques, on a augmenté notre capacité par 100 en un siècle, lorsqu'on multiplie tout ça. Ce qui est colossal. Et du coup, ça a permis de faire quoi ? Ça a permis de raser des forêts, ça a permis de faire des maisons, des routes, des aéroports, de transporter tout à travers le monde, avec des cargos, des avions, tout ce qu'on voulait. Donc cette énergie est colossale et elle nous a permis donc de consommer aussi de toutes sortes de choses et d'augmenter cette croissance. Donc par exemple, la consommation de métaux a été multipliée entre 10 et 15 dans un siècle. La consommation de viande a été multipliée par 2 en 50 ans par personne. La consommation de céréales a été multipliée par 3,5 en 50 ans. Donc, voilà, on est vraiment sur un phénomène de croissance. Alors, on pourrait multiplier les indicateurs. Je pense que ça suffit. C'est suffisamment convaincant. Alors, la question des limites et de leur érosion. En fait, aujourd'hui, on a déjà largement entamé les fondements de la civilisation humaine. En particulier l'eau. Il y a une partie très large du globe aujourd'hui qui est en stress hydrique. On a en particulier 50% de la population mondiale qui vit dans des régions où les réserves d'eau diminuent à cause d'une exploitation trop importante des nappes aquifères. On a 70% des récoltes aujourd'hui qui sont destinées à l'irrigation et 40% des récoltes mondiales qui proviennent des terres irriguées. Autrement dit, la marge de manœuvre est très faible et le jour où on aura vraiment des problèmes en eau, ça va tout de suite se répercuter sur les récoltes. Alors le substrat le plus important quelque part aussi, c'est le sol. Donc il faut bien voir que la qualité de nos sols, le fait qu'ils soient fertiles, c'est lié à l'existence d'une couche très fine de terre qui s'appelle l'humus, qui mesure à peu près une trentaine de centimètres et qui a mis plusieurs centaines de milliers d'années pour se créer. Et aujourd'hui, donc cette terre, elle est en train de partir, cette couche d'humus est en train de disparaître, et on a 25% de la surface continentale qui est en mode désertification.
Ça menace la vie quotidienne de plus d'1 milliard de personnes, que ce soit des agriculteurs, des éleveurs, et ça dans plus d'une centaine de pays. Alors il y a les déserts qui progressent aussi. L'accélération est alarmante. Dans les années 60, les déserts ont augmenté de 1500 km par an. Aujourd'hui, on est autour de 3600 km par an d'extinction des déserts. Alors ça ne touche pas que les zones désertiques, ça nous touche aussi, et ça touche aussi donc l'agriculture directement, parce qu'on a vraiment aujourd'hui dans le monde, on a un tiers des terres agricoles qui sont soumises à l'érosion excessive, et des scientifiques ont démontré que chaque fois qu'on perd 1 cm de couche de terre arable, derrière on avait le rendement qui baissait de 2,5%, en particulier donc pour un certain type de céréales. Et donc ça nous touche nous en Europe et en France. Et en France, on a 20% des terres agricoles, dont 2 tonnes de terre par hectare disparaissent dans les rivières. Bon, on peut rajouter à ça tout ce qui est artificialisation du sol. En gros, on bétonne aussi entre les parkings, les maisons, les routes. Il y a à peu près un département qui disparaît tous les 10 ans, qui est bétonné. Alors, troisième, on va dire, élément ici, c'est le climat. Alors, je pense que tout le monde connaît le problème du changement climatique aujourd'hui. Donc on sait très bien que ça va avoir un impact en termes de changement de pluviométrie. Donc on va avoir des événements extrêmes qui seront plus fréquents et beaucoup plus intenses. Et que ça va avoir un impact sur notre agriculture. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que les impacts les plus importants du changement climatique, ça sera les impacts indirects, et en particulier les impacts liés à l'élévation du niveau de la mer. Donc en fait, là, quand on lit les analyses de Lester Brown, il spécifie par exemple que l'élévation d'1 mètre du niveau de la mer impliquerait que 50% des rizières du Bangladesh seraient submergées. Au Vietnam, le delta du Mékong serait submergé. Dans ce delta, on produit 50% du riz qui est produit dans le Vietnam, et le Vietnam, c'est le 2e exportateur mondial de riz. Alors, 1 mètre, c'est un exemple gentil parce que, en fait, ça pourrait aller de 6 à 12 mètres. Mais l'élément probablement le plus important sur le climat, c'est la fonte des glaciers en fait. La fonte des glaciers va avoir un impact colossal pour la sécurité alimentaire mondiale parce que ces glaciers en fait, ils vont alimenter les fleuves pendant les saisons sèches. Et du fait que les nappes phréatiques elles baissent, on peut imaginer que dans l'avenir ça va être très très difficile en période de saison sèche pour l'agriculture. Et il faut avoir en tête qu'aujourd'hui il y a 1 milliard d'individus en Chine et en Inde qui dépendent directement de ce système hydrique qui est alimenté par les glaciers de l'Himalaya. Donc ça nous affectera aussi, parce que par exemple les Alpes, tous les glaciers du monde sont concernés, ils sont en train de fondre presque à vue d'œil. Et donc ça va nous toucher aussi en Europe et en France. Alors, donc il y a encore d'autres éléments qui sont extrêmement importants qu'il faudrait mentionner, comme l'effondrement de la biodiversité. Aujourd'hui, l'extinction des espèces, elle est 100 à 1000 fois plus importante que l'extinction normale qu'il y a eu à long terme. Il n'y a plus de poissons dans les mers, il y a des polluants de toutes sortes aujourd'hui partout, donc je vais m'arrêter là. Vous pouvez jeter un œil aux différents livres de Lester Brown qui fait des bilans très bien faits de l'état du monde et de ce genre de choses. Donc là, on a vu les deux premiers ingrédients, la croissance et puis la question des limites. Maintenant, la question de l'inertie. Est-ce qu'on va être capable d'agir? Est-ce qu'on est capable d'agir? Alors, il y a un certain nombre d'obstacles, en fait, qui sont très importants, qui nous empêchent d'agir. Alors, les premiers obstacles, ils sont tout d'abord d'ordre cognitif et d'ordre anthropologique. Tout d'abord, par exemple, nos sens, ils ne sont pas équipés pour capturer les changements globaux, que ce soit le climat ou la biodiversité. On a beaucoup de mal à capturer ces changements globaux. Donc les scientifiques peuvent nous aider, ils sont là, ils nous apportent de l'information, mais malgré ça, on a beaucoup de difficultés à comprendre les phénomènes qu'il y a derrière, qui sont exponentiels en général, qui sont non linéaires. Et aussi, on a beaucoup de mal à comprendre les événements à faible probabilité, c'est-à-dire que ces fameux signes noirs. Donc ça, c'est des choses qu'on a du mal à assimiler, et donc du fait qu'ils freinent notre action là-dedans. Après, en plus, on est un peu codé pour réagir au danger immédiat et pas forcément à ce qui est lointain et puis dans le temps ou dans l'espace, en fait. Alors, il y a des obstacles aussi moraux qui sont liés au fait qu'on a du mal à cerner notre responsabilité. Si je me sentais responsable, j'agirais, alors que là, vu que ma responsabilité est complètement noyée,
c'est extrêmement difficile d'agir. Par exemple, est-ce que le monde serait différent si j'étais pas né ? Ça, c'est clair qu'il serait probablement exactement le même. Et si je ne prenais pas ma voiture, le jour qu'il y a un pic de pollution, je pense que ça ne changerait pas grand-chose. Alors, il y a un certain nombre d'obstacles idéologiques. Alors là, je donnerais juste le fait on croit tous dans l'avenir, on croit dans les technologies, on croit dans le progrès. Il y a des obstacles politiques qui sont très importants. Évidemment, tout le monde n'a pas intérêt à ce qu'on se batte, par exemple, contre le changement climatique. Il y a aussi, il y a aussi des verrous sociotechniques qui sont extrêmement importants. Alors là, je référerai au très bon livre de Servigne. Bon, je donne un exemple de verrou sociotechnique, c'est la voiture. C'est-à-dire qu'on a installé des systèmes dont il est très difficile de sortir. Aujourd'hui, on a utilisé la mobilité qu'est la voiture, on a installé des infrastructures, nos villes sont organisées pour être compatibles avec la voiture, et c'est très difficile d'organiser maintenant des nouveaux transports en commun, de repenser nos sociétés, nos villes. De changer ce système-là, c'est extrêmement difficile. Il y a des obstacles institutionnels, par exemple politiques. Nos institutions politiques, par exemple, elles favorisent le court terme. Il y a aussi donc, des obstacles, on va dire, sur les institutions économiques. Il y a une situation où on est enfermé dans une logique de croissance à laquelle il est très difficile de s'affranchir. Et enfin, la complexité qui est là derrière, c'est-à-dire que tout est hyper complexe. Il y a une multiplicité des acteurs qui ont des intérêts différents. Tout est extrêmement difficile et compliqué. Il faut toujours prendre en compte beaucoup de choses, qui fait qu'à la fin, on ne s'en sort jamais.